qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Un format exceptionnel pour un sujet crucial. Je dois vous avouer que cela me manque souvent dans mon travail, de ne pas pouvoir vous voir au quotidien, d'échanger directement avec vous, d'entendre vos questions, etc. C'est pourquoi j'ai décidé de façon ponctuelle d'organiser des tables rondes à Paris, aux Ateliers 62, un lieu où j'anime des cours de podcast pour les jeunes de moins de 18 ans. Le 16 octobre dernier, j'étais entourée d'invités de premier plan, Marie-Laure Viau, Emma Berthoin et Juliette Auberva. Nous étions une vingtaine dans la salle et ensemble, avec optimisme, nous avons réfléchi aux solutions pour sortir l'éducation nationale de ces nombreuses crises. Vous l'entendrez, la qualité du son n'est pas la même que les épisodes que vous entendez habituellement dans le podcast Les Adultes de demain. Mais j'espère que, comme nous, vous profiterez de ce moment d'espoir pour notre système éducatif. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes. Bonjour. 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 Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord car nous nous retrouvons pour cet enregistrement de table ronde aux Ateliers 62 fondé par Daphné Kaufmann, une femme brillante comme elle aime que je le dise, qui a eu cette idée géniale de créer un centre culturel dédié aux jeunes et plus particulièrement à ceux qui ont emprunté des chemins de traverse et qui ne suivent pas les parcours scolaires classiques. Et je suis surtout heureuse car j'accueille aujourd'hui pour cet événement des invités d'honneur que je vais vous présenter maintenant. Il y a tout d'abord Emma Berthoin. Tu es experte en intelligence collective et militante éducative. Je t'ai rencontrée il y a presque 1 an et j'ai tout de suite été bluffée par ta soif d'engagement, ton intelligence, ta finesse de ton analyse du système éducatif français et cette passion que tu as pour faire collectif à l'école. On va y revenir, mais tu as créé ce mouvement citoyen que j'adore, qui s'appelle L'école change demain et qui a pour objectif de réunir les professeurs, les parents et élèves autour d'une nouvelle vision de l'éducation en vue des municipales de 2026. Un vaste projet. Alors, je suis également accompagnée de Marie-Laure Viau. On se connaît déjà. Et je t'ai découverte il y a presque 1 an avec l'essai que tu as publié aux éditions Nathan, qui s'appelle « Changer l'école, une nouvelle école est possible ». Tu es maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Lille et j'ai eu la chance de t'interviewer en effet il y a 1 an, car j'avais adoré ta finesse et la vision que tu as vis-à-vis de l'éducation. Et ce panache, notamment aujourd'hui, tu l'incarnes avec la création d'un collège alternatif à Paris qui s'appelle l'Autre Collège. Et enfin, nous avons la chance d'avoir Juliette d'Auberva, ex-enseignante de lettres modernes, passionnée de théâtre et des pédagogies de projet. Tu es aujourd'hui chez Plume, une start-up, une EdTech fondée par Aude Guénaud. Tu as quitté l'éducation nationale et cette start-up a pour objectif de proposer une plateforme mobile et web qui propose une palette d'activités d'écriture pour développer le plaisir d'écrire et la créativité des enfants. Et j'adore cette aventure, donc je vous invite tous à suivre Plume. Toi, tu en es la directrice produit et tu contribues avec brio à faire aimer l'écriture et la rédaction à tous les enfants. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial, notre système éducatif. Et alors malheureusement, le champ lexical utilisé pour parler de notre école est souvent à la négative. On connaît les nombreuses crises qui ont marqué l'école récemment et notamment l'instabilité ministérielle en est la preuve concrète. On est à 6 ministres de l'Éducation nationale en seulement 2 ans et demi. C'est presque un record. Et les autres crises sont multiples. Il y a évidemment la crise de sens chez les enseignants, les résultats scolaires des enfants. On parle beaucoup malheureusement des faibles performances des élèves français par rapport à d'autres pays de l'OCDE, les inégalités sociales, l'arrêt presque total de l'ascenseur social de notre école, évidemment les derniers actes terroristes
au sein de l'école. Bref, je suis une éternelle optimiste, donc l'idée n'est pas de plomber l'ambiance, mais bien de réfléchir ensemble à ces lueurs d'espoir, et c'est ce que nous allons faire ce soir ensemble. Et ma toute première question est pour toi, Juliette. Donc comme je disais, tu connais bien notre système éducatif puisque tu es une ex-enseignante au collège. Et on reproche souvent à l'éducation nationale sa lourdeur administrative, notamment dans cette crise de sens qui vient chez des enseignants. Et j'ai vu que récemment, il y a eu un rapport sénatorial peu relayé qui a montré que les effectifs du personnel administratif ne représentent que 20% de la masse salariale totale de l'éducation nationale. Alors moi, j'étais extrêmement étonnée parce qu'en effet, on parle souvent de cette énorme machine qu'est l'éducation nationale. Selon toi, quelles sont les véritables raisons qui expliquent ce mal-être chez les enseignants ? Effectivement, lourdeur administrative et de nombreuses tâches et missions qui viennent s'ajouter comme un maillage assez dictatorial et assez pesant pour les enseignants, sur lesquels on fait peser de plus en plus de missions pour la beauté du geste, pour le sens de leur métier, de la passion qui les anime et qui les a conduits à faire ce beau métier. Et c'est vrai que on compte souvent sur leur engagement et leur passion, et donc en ce nom, on leur demande parfois énormément, parfois trop, et parfois ça déborde un peu. Et c'est vrai que les interactions, les situations de classe, finalement, se perdent et sont diluées sous tellement d'autres missions que parfois, quand on est enseignant, effectivement, on a tellement la tête sous l'eau qu'on perd parfois le sens, on perd parfois cette magie de l'interaction, de ce qu'on peut vivre dans une situation de classe avec les élèves. Et voilà. Et pour avoir quitté la profession il y a peu de temps, souvent on me demande est-ce que tu regrettes d'avoir quitté le terrain ? Et je réponds toujours que ce qui me manque, c'est vraiment ce rapport avec les élèves. C'était un formidable laboratoire. C'est de se dire tiens, j'ai des compétences, j'ai des savoirs à transmettre, comment je vais m'y prendre aujourd'hui, comment on va disposer la classe, où est-ce qu'on va se positionner, qu'est-ce qu'on va faire, quel projet on va mener pour atteindre ces savoirs et ces compétences. Et c'est vrai que ça me manque, les interactions. En revanche, tout le reste, effectivement, je le laisse derrière moi sans trop de difficultés parce que, effectivement, c'est une lourdeur qui parfois noie la passion en elle-même, et c'est vrai que c'est assez difficile. Et toi, Emma, tu la connais bien, cette situation que vivent les enseignants, parce que tu les vois au quotidien avec ton initiative L'école change demain. Alors j'aimerais que tu commences par nous expliquer en quoi consiste cette initiative, et ensuite que tu continues ton propos en nous expliquant quels sont les retours, toi, que tu as des enseignants vis-à-vis de notre système. Juliette, tu parlais d'une crise de sens. Je crois que c'est vraiment le bon terme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise des moyens à l'école. Pour moi, le problème, c'est d'abord qu'il y a une crise des fins, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à quoi sert l'école. On ne sait plus à quoi sert l'école. L'école, c'est toujours un instrument politique au service d'une idéologie. Cette idéologie, jusqu'à présent, c'était la République. Et donc, l'école avait pour rôle de nous tracter vers un idéal qui était l'égalité. Aujourd'hui, cet idéal d'égalité ne permet plus de tracter, de mettre en mouvement l'école. Et donc, il y a vraiment un problème de vision, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur le rôle de l'école dans la société. Grosso modo, il y a deux grandes écoles. Il y a les politiques conseillées par des grands cabinets de conseil pour qui l'école est un outil au service du marché du travail. Et puis après, il y a les enseignants qui sont plutôt au service de l'humain. Il faut qu'on se mette d'accord sur notre vision. Et c'est justement l'objectif de l'école change demain. Donc on organise des événements partout en France, au sein des écoles, mais aussi en dehors, des événements publics comme celui-ci. On va imaginer l'école de demain avec des profs, des parents, des enfants. Et l'objectif, c'est d'écrire des textes, donc d'écrire des récits libres qui racontent l'école dont on rêve en 2044. Ces rêves et ces utopies seront ensuite analysés par des chercheurs et des experts pour les transformer en propositions concrètes qui seront remises aux candidats aux élections municipales en 2026 et présidentielles en 2027. Et donc le retour des enseignants ? Le premier retour que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que quand on se projette en 2044, on est tous d'accord. On est tous d'accord sur le fait que l'école, ça doit être un espace qui prenne soin à la fois des humains qui le composent, de la société et de l'environnement au sens de la nature. Il y a vraiment 3 piliers qui ressortent de ce Tour de France. C'est l'épanouissement,
l'épanouissement des enseignants et des enfants qui sont extrêmement corrélés, le développement des compétences psychosociales, la créativité, l'imagination, etc. Un deuxième volet sur la collaboration et l'éducation à la paix, comment on fait pour vivre ensemble dans un monde qui se complexifie. Et puis un troisième volet autour de la nature et de l'écologie, comment on fait pour former des citoyennes et des citoyens engagés et comment on fait pour réinviter la nature au sein des établissements scolaires. Et bien sûr, après, il y a des sujets de débat. Le sujet de débat, c'est le numérique. Et le sujet de débat aussi, c'est quelle priorité on met. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur ces trois grands piliers, mais quand il s'agit d'enlever des savoirs fondamentaux pour mettre plus de collaboration, de transversalité, c'est là que ça pêche. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que les enfants disent la même chose que les adultes. Alors avec des mots complètement différents, mais les enfants nous disent « Ah bah l'école de mes rêves, c'est dans une cabane », alors que les adultes vont pas parler de classe dehors. Les enfants disent qu'ils veulent apprendre à cuisiner à l'école, les adultes vont parler de compétences psychosociales. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une convergence, y compris entre les âges. Et sur le trajet, tu m'as partagé un retour que tu as eu récemment d'une jeune élève par rapport aux saisons. J'aimerais bien que tu la partages, son idée, je l'aime bien. Il y a une élève de CM1 qui me disait la semaine dernière, moi je pense que l'école, il faudrait qu'elle suive les saisons. Et donc elle avait imaginé toute une école, on n'apprendrait pas la même chose, on mangerait pas la même chose en fonction des saisons. Et voilà, je trouvais que c'était une chouette idée. Et c'est la preuve aussi que dans cette consultation générale pour changer l'école, c'est important d'inclure les élèves. Alors Marie-Laure, toi tu t'y connais aussi en termes d'évolution de notre système scolaire, tu y as beaucoup réfléchi. Et toi tu as réfléchi via le prisme notamment des pédagogies alternatives. Et notamment tu as prouvé dans ton livre que tous les résultats convergeaient vers le fait que ces pédagogies alternatives sont bénéfiques pour l'ensemble des élèves. Toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cette nouvelle école, sur cette manière de faire évoluer nos pédagogies dans la classe des enfants? Alors c'est vrai que toutes les recherches en sciences de l'éducation, et il y en a des recherches sur des écoles, montrent que les enfants apprennent autant au niveau des matières scolaires et qu'en plus ils apprennent toutes ces compétences psychosociales. Et moi c'est là-dessus que j'avais envie de réagir en t'entendant. C'est que quand tu dis les gens ne veulent pas enlever des savoirs pour rajouter de l'écologie, etc. Mais c'est peut-être ce que montrent les écoles alternatives, c'est que c'est pas comme ça qu'on peut... quand on pense comme ça, on reste dans un paradigme où il y aurait 1 heure de maths, puis 1 heure de français, puis 1 heure d'écologie. Alors que les pédagogies différentes montrent que si on arrête ce découpage pluridisciplinaire et qu'on essaye de faire... et qu'on fait des projets pluridisciplinaires tout le temps, les enfants apprendront autant de maths, autant de français... et en même temps, ils apprendront l'écologie. Dans l'expérience de l'autre collège, qui est un collège alternatif, qui est aussi un lieu de recherche, qui est surtout un lieu de recherche pour créer une école pionnière et montrer qu'on peut faire autrement, que j'ai créé il y a 6 ans, il y a 1h30 par jour sur les maths ou sur le français. Enfin, chaque jour, il y a une discipline. Juste 1h30. Le reste, on fait des projets pluridisciplinaires. Ils montent des pièces de théâtre, ils écrivent des films, etc. Ils font des films et ils écrivent des pièces de théâtre plutôt. Et on voit que c'est en faisant justement ça qu'ils arrivent finalement à avoir le brevet, à être à l'aise au lycée, etc. Alors qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup moins d'heures. C'est-à-dire que en faisant autrement, on se rend compte que on peut faire les deux, et les savoirs disciplinaires et justement ces compétences psychosociales. Et on le voit bien, en fait, ce sujet de l'école et cette évolution nécessaire de l'école, elle rassemble à peu près tout le monde. Elle rassemble les élèves, elle rassemble les enseignants, elle rassemble les parents. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent vraiment ? Je t'écoute, Juliette. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'ouvrir les portes de sa classe, de travailler avec les autres, d'écouter les enfants qui ont des tas de bonnes idées et des tas de choses à dire. Et j'ai rencontré des collègues avec lesquels on a fait des projets les plus fous et qui paraissaient sur le papier inatteignables. Mais aussi des collègues qui se sentaient vraiment ébranlés dans leur chair par ces changements, par ces bouleversements, par le fait qu'on puisse voir comment ils enseignaient et
qu'on puisse éventuellement décrier leur méthode et qui se sentaient vraiment atteints. Et donc, bon, il fallait évidemment respecter ça et peut-être accompagner cette transition. Et je crois que ouvrir ces portes et faire plus de place à la pédagogie de projet en accompagnant aussi les enseignants à accepter ces changements, c'est important. Il y en a aussi qui sont assez rassurés. La porte fermée, une discipline, tout est clair, tout est borné et je pense que l'ouverture, c'est l'une des clés, à mon sens. Oui, moi je vous rejoins complètement sur cette ouverture. En fait, les chercheurs en sociologie, ils sont intéressés à comment les innovations se diffusent, pas forcément à l'école, mais ailleurs, par exemple chez les médecins, chez les agriculteurs, etc. Et par exemple, des médecins, dans leurs recherches, qui sont un peu anciennes, mais on leur dit, voilà, il y a un nouveau traitement, un nouveau médicament, on leur fait lire plein de rapports de recherche qui disent que ça marche mieux, et on s'aperçoit qu'ils changent pas leur façon de prescrire. Par contre, quand ils ont un collègue qui leur dit « Ah, tu sais, moi, pour tel patient qui avait ça, en fait, je lui ai donné tel traitement et ça a super bien marché », hop, ils changent. Et on a fait les mêmes recherches sur les agriculteurs. Voilà, ils adoptent des nouvelles méthodes. Quand ils voient une personne qu'ils connaissent qui l'a fait, ça marche beaucoup mieux que quand on leur donne des raisons aussi valables, aussi rationnelles soient-elles de le faire. Et du coup, effectivement, plus on a d'enseignants qui font autrement, plus on a d'écoles qui font autrement, et plus on permet aux enseignants d'aller voir et dire « Ah ben oui, c'est vrai, ça marche. C'est vrai, on peut faire 1h30 de maths par semaine et avoir le brevet des collèges avec des bonnes notes et être bien au lycée, etc. quoi. » Je crois qu'il y a aussi, parce que c'est ce que vous dites, tout existe, mais le problème c'est que ça ne se diffuse pas. Il y a un sujet qui est au sein des établissements, comment on fait pour encourager la formation entre pairs. Moi, mon utopie, c'est qu'il y ait une personne qui soit payée dans chaque établissement, qui soit un prof en plus, et qui soit là, dont le métier soit d'organiser le lien entre les enseignants, de prendre soin des enseignants. Je crois que les académies ont aussi un vrai rôle à jouer dans la diffusion des innovations, j'aime pas ce terme, mais en tout cas, des diffusion des bonnes pratiques. On voit par exemple qu'il y a des lycées polyvalents innovants, qui sont des lycées publics, qui ont les mêmes dotations que les autres établissements, mais qui ont un fonctionnement d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il y a une vraie équipe pédagogique qui travaille de manière complètement transversale en collaboration. Quand il y a un lycée polyvalent innovant et qu'il y a un autre établissement qui s'installe dans la rue d'en face, il n'y a aucun lien entre ces deux établissements et on va avoir un établissement complètement conventionnel qui ouvre juste en face. Et pour moi, ça veut dire vraiment que... Alors, je n'ai pas encore réussi à comprendre complètement pourquoi il y avait ce blocage au niveau des académies et des rectorats. Mais en tout cas, il y a un rôle à prendre dans l'administration en termes de diffusion des bonnes pratiques. Et comment est-ce que les parents peuvent contribuer également à ce changement de fond de notre école ? Ils vont pas contribuer en mettant leurs enfants dans des écoles différentes, c'est pas vrai, parce que quand on pense à son enfant, on cherche d'abord la bonne école pour lui, mais par contre ils peuvent contribuer comme citoyens. En fait, pas plus les parents que d'autres, je pense que tout le monde peut demander une autre école. La parentalité, c'est une question effectivement très, très difficile à adresser et effectivement comment on répare parfois ce qui a été abîmé chez les parents quand ils étaient élèves, comment on inscrit une nouvelle vision de l'école. Oui, mais moi de mon temps on faisait pas comme ça, etc. Enfin, c'est des choses qu'on a entendues souvent en réunion parents-prof et à l'inverse on entend aussi des parents qui ont une totale confiance et même parfois trop dans le rôle de l'enseignant et je crois que c'est important de redéfinir le rôle de chacun et que tout communique et encore une fois d'ouvrir les portes, de faire venir les parents non pas seulement pour les notes, pour les évaluations, pour tout ce qui est anxiogène, mais à plein d'autres occasions. Oui, faire venir les parents à l'autre collège. Chaque parent fait 4 heures par semaine. Et en fait, on a fait ça au début pour des raisons économiques. C'est-à-dire qu'on voulait créer une école alternative qui soit avec un coût faible et de façon à avoir une vraie mixité sociale. Mais en fait, c'est incroyable de faire venir les parents. Parce que d'être tout le temps ouvert, ils viennent 4 heures, ils font une permanence, mais ils peuvent venir quand ils veulent. Les portes sont tout le temps ouvertes. Et du coup, ça crée une vraie confiance. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il n'y a rien de caché. Ils voient comment on fait, ils voient comment on travaille et ça change complètement leur rapport à l'école, à plein de choses en fait. Ça les fait énormément changer, même dans leur façon d'être parents. L'un des résultats du Tour de France, c'est qu'on rêve vraiment d'une école où on fait équipe avec les parents.
On a une équipe pédagogique composée d'enseignants, de médecins, d'assistants sociaux et de parents autour de l'enfant. Le problème, c'est que les enseignants que je rencontre et qui mettent en place des dynamiques qui vont dans ce sens me disent que les parents ne viennent pas. Donc, c'est d'abord un appel aux parents à saisir ces espaces. Je pense que c'est aussi une réflexion qui doit se mener au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que comment on fait pour amener le sujet de l'école au sein de l'entreprise ? Parce qu'évidemment, si les parents ne viennent pas, c'est parce qu'ils bossent, qu'ils ont un emploi de temps hyper chargé, etc. Donc, comment, dans l'entreprise, on peut avoir un système qui permette aux parents d'investir ces temps-là ? Je pense qu'aussi, il y a un sujet sur la confiance, et c'est Isabelle Pellou qui disait ça la semaine dernière, un postulat de confiance qui doit être construit entre les parents et les enfants. Juliette, tu disais que les parents sont souvent des anciens blessés de l'école, et il faut prendre soin de cette relation entre les parents et les profs. Et au vu des différentes crises que nous traversons, nombreux sont ceux qui rêvent d'un autre monde, et c'est vrai qu'on imagine de nombreuses choses évoluer pour notre société. Est-ce qu'au final, l'institution scolaire n'est-elle pas totalement à réinventer ? Est-ce qu'il ne faudrait pas partir d'une page blanche pour réécrire l'école de nos rêves ? Guy Vincent, c'est un chercheur qui a une analyse très intéressante de l'école. Il dit ce qu'on a actuellement, on pense que c'est habituel. On pense que l'école comme elle est maintenant, c'est naturel. Il dit ça n'a rien de naturel. Il appelle ça la forme scolaire et il dit que ça a été inventé entre le XVIe et le XVIIIe siècle par les jésuites et qu'on a inventé cette forme où les enfants sont coupés du monde, alors qu'avant, de tous les temps de l'histoire, enfin de tous les humains, les enfants étaient avec les adultes, ils étaient dans la société, ils observaient, ils apprenaient en faisant, etc. Donc on invente cette idée d'une école avec une coupure, on sépare arbitrairement les disciplines, 1 heure de français, enfin 55 minutes de maths, 55 minutes de SVT, etc., etc. On a cette idée de l'écriture. Les enfants doivent écrire toute la journée, c'est l'enseignant qui apprend. Etc. Et en fait, si on se rend compte que tout ça est quelque chose de finalement très récent dans l'histoire, ça a quelques centaines d'années, que c'est pas du tout naturel, même si ça nous semble à nous naturel, je pense que ça aide à le déconstruire. Et que l'école, effectivement, il faut complètement changer de paradigme, et que toute cette forme scolaire, on peut la déconstruire en disant oui, l'école doit être ouverte sur l'extérieur, ouverte sur le monde, au lieu d'être une école fermée. Il faut plus ce découpage disciplinaire parce que il fait perdre le sens aux enfants. Et surtout, je pense que le problème essentiel de l'école aujourd'hui, c'est qu'elle a été créée avant Internet. Et elle a été créée à une époque où le savoir était rare et où du coup c'était naturel que l'enseignant parle, que les élèves écrivent. Mais aujourd'hui le savoir est partout et donc il n'est plus rare. Et pour les enfants, les ados, juste apprendre par cœur ce que l'enseignant leur dit et eux écrivent, c'est quelque chose qui paraît complètement absurde en fait. Et qui ne fait pas sens pour eux parce que ça n'a plus de sens. Parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut, c'est pas rechercher de rares informations parcellaires et les apprendre par cœur. Aujourd'hui ce qu'il faut, c'est dans un monde où on est débordé d'informations, arriver à trier les informations, à trouver les bonnes informations. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont valables? Comment je vais les restituer? Et puis apprendre à parler en public, apprendre à faire équipe les uns avec les autres. Et tout ça, l'école ne l'apprend pas. Donc c'est pour ça que moi je suis convaincue qu'il faut complètement repenser l'école et complètement changer de paradigme, effectivement. Moi je crois que cette question, c'est encore se demander comment. C'est-à-dire comment on voudrait que l'école soit. Alors que là, la question qu'on doit d'abord se poser, c'est pourquoi? À quoi ça sert? Si on se dit que l'objectif de l'école, c'est de former, encore une fois, des citoyennes et des citoyens qui soient capables de prendre soin d'eux-mêmes, des autres et de leur environnement, je pense qu'on arrivera tout seul à la conclusion que le format scolaire actuel n'est pas le bon. Mais aujourd'hui, le débat public, c'est est-ce qu'on met 2 heures de sport ou 3 heures de sport? Est-ce qu'on doit faire un TPE avec 2 matières ou 3 matières? Enfin, il faut, pour moi, sortir complètement du focus sur le cadre pour arriver, des moyens pour arriver à un débat vraiment sur les fins.
Ça m'évoquait aussi la question vraiment très pragmatique et terre-à-terre du bâti scolaire, en fait. Tous les lieux d'apprentissage ne sont pensés pour la vieille école, l'ancienne école. Donc on voit évidemment émerger de nouvelles formes de bâti scolaires qui favorisent la coopération, l'ouverture, des nouveaux lieux d'apprentissage. Et ça, c'est formidable. C'est beaucoup de moyens, c'est une grosse machine, donc effectivement, on est là pour porter l'espoir, donc c'est totalement possible. Effectivement, tout ne changera pas du jour au lendemain, mais en tout cas, souligner aussi cette volonté de soutenir des projets qui accompagnent cette transition et qui donnent la place à une nouvelle école, une nouvelle forme à l'école. Et vous qui connaissez bien le métier d'enseignant, comment est-ce que, selon vous, on peut redonner du sens à ce métier-là ? Comment on a parlé du bâti, de l'infrastructure. Comment est-ce qu'on peut faire changer ce métier-là ? Je reste convaincue que le projet, c'est vraiment l'une des clés. Construire des projets qui impliquent toutes les disciplines. J'étais au collège, donc forcément, on était segmenté en disciplines et très cloisonné. Et j'avais créé des projets qui embarquaient vraiment tous les enseignants et de se dire comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et comment, avec un seul projet très fédérateur, on peut faire des maths, de la musique, de la géographie, et on faisait toutes les matières. C'était assez formidable. Et ça a vraiment embarqué toute l'équipe pédagogique. Donc je crois qu'il faut des énergies aussi, il faut des équipes qui suivent, il faut des directions qui suivent, et puis tout est possible, j'ai envie de dire. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait compris que le bien-être des enfants dépendait de celui des enseignants. Et quand on mettra une priorité sur le bien-être et le prendre soin des enseignants, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et donc, par exemple, on n'a pas encore compris que c'était aussi important de réfléchir au programme de formation pour les adultes qu'au programme de formation pour les enfants. On n'a pas encore complètement compris que c'était aussi important de réfléchir le cadre de travail des adultes que celui des enfants, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment une priorité à mettre sur le prendre soin. Et il y a une autre priorité, c'est renforcer la confiance et l'autonomie qui sont données aux établissements. Moi, ce que je constate dans le Tour de France, c'est que les profs se sentent empêchés. Et c'est horrible comme sentiment de se sentir empêché. Il faut vraiment redonner un pouvoir d'agir et dire que les initiatives sont encouragées et qu'on a des moyens à disposition. Aujourd'hui, ce que je vois, grosso modo, c'est qu'à l'école, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Il y a 20% qui sont super moteurs et c'est un engagement quasiment sacrificiel. Donc, on va avoir des profs qui vont financer des formations sur leurs fonds propres, travailler le week-end et construire des jardinières avec leur époux ou épouse. Et puis, on a 20% qui sont grosso modo des missionnaires. Et puis, il y a le milieu. Et c'est ce milieu qu'il faut faciliter. Et c'est pas spécifique à l'école. C'est comme dans n'importe quelle organisation. Il faut donner de l'autonomie, mais il faut faire attention aussi à ça. Parce qu'on pense souvent à ces expériences des charter schools et des pays qui ont voulu donner beaucoup d'autonomie. Et en fait, les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ils se sont aperçus que quand on donnait de l'autonomie, on voulait aussi voir finalement si l'établissement arrivait. Donc, on crée des tests pour voir si les enfants avaient bien appris les maths, etc. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que les enseignants, ils se mettent à préparer les tests parce qu'ils sont stressés par les tests. Et du coup, au lieu de faire des projets pluridisciplinaires, comme on est toutes convaincues que c'est une des choses qui sont essentielles, ils se mettent à faire plus de maths, plus de français, plus de bachotage pour la préparation aux examens. Donc, ça a plutôt tendance, d'après et toutes les recherches disent la même chose là-dessus, à amener à aller à l'encontre en fait des pédagogies actives qu'on veut. Et les recherches montrent aussi que les parents, quand ils ont le choix d'une école, ne vont pas vers les pédagogies innovantes, ils vont plutôt vers les écoles les plus classiques parce qu'ils connaissent pas autre chose. Donc, si on donne de l'autonomie, ça doit être obligatoirement avec beaucoup de garde-fous et en faisant accompagner ça par de la recherche en éducation. Ok, tel établissement fait comme ça, on est un certain nombre de chercheurs, on va voir ce qu'ils font, est-ce que ça marche pas, etc. Mais faire très attention parce qu'on a justement cette expérience des pays qui ont donné plein d'autonomie sans garde-fou et où ça va à l'encontre en fait du modèle de l'évolution qu'on souhaite pour l'école.
Et d'un point de vue justement de l'administration, on en a parlé rapidement tout à l'heure, on parle souvent de l'éducation nationale comme du mammouth. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution à apporter dans ce système extrêmement hiérarchique et parfois très déconnecté entre le haut, le gouvernement qui prend ses décisions, et le bas, les élèves, les enseignants qui sont tous les jours sur le terrain? Moi, je peux vous raconter mon rêve. J'aimerais bien qu'en 2027, on ait une forme de CESE, de Conseil éducatif, social et environnemental, avec des profs, des parents et des enfants qui soient là pour conseiller les décisions des ministres sur l'école. Et donc, à chaque fois qu'on a un projet de réforme sur l'école, ça doit passer par la moulinette de ce conseil qui doit orienter. C'est un modèle qui est assez proche de ce qui se passe en Suisse, donc c'est pas complètement délirant. C'est mon rêve. En tout cas, il faut former toute cette hiérarchie intermédiaire qui connaît très mal les pédagogies différentes, les pédagogies alternatives. Disons qu'il faut les former, et pour les former, il faut qu'il y ait des lieux d'innovation, qui soient des laboratoires de terrain, qui soient suivis par des chercheurs, et que du coup, on puisse dire, voilà, là, il y a telle expérience qui a été menée, elle marche, on va la diffuser, et ça va être un lieu où on va envoyer cette hiérarchie intermédiaire en stage pour qu'elle observe, pour qu'elle voit concrètement des choses. Oui, accompagner la formation des enseignants et tous les enseignants, c'est-à-dire c'est vrai que dans une équipe pédagogique se côtoient des personnes vraiment engagées, passionnées, qui ont la vocation du métier et qui ont parfois lutté de façon acharnée pour obtenir un concours, et parfois voilà, des personnes qui sont en reconversion et des expériences formidables de reconversion professionnelle qui fonctionnent, et à contrario... voilà, on apprend qu'on recrute des enseignants en speed dating après 2 questions. C'est vrai que honnêtement, il y a beaucoup de maltraitance dans le métier, donc je pense que voilà, revaloriser aussi ce métier, lui redonner un peu de lettres de noblesse et mieux prendre soin des enseignants, je pense que c'est aussi très important. On a de la chance d'avoir encore vraiment des personnes en or, motivées, passionnées de pédagogie. Il faudrait pas qu'on les perde, quoi. Et vous qui êtes toutes sur le terrain, moi j'ai entendu dire que les enseignants se trouvaient souvent un peu seuls et qu'il y avait très peu de collaboration au final entre les équipes pédagogiques. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer là-dessus ? C'est vrai, il y a aussi comment on accueille les jeunes collègues, comment les équipes accueillent les arrivants, comment on prend soin des néo-titulaires, des stagiaires, des contractuels, comment on accompagne tous ces enseignants. Et tu as raison, je pense qu'il faudrait presque quelqu'un à part entière qui pourrait justement piloter, accompagner pas mal d'initiatives. Mais je pense qu'il oui, y a vraiment beaucoup à faire entre les pairs. Ça marche aussi pour les élèves, ça marche aussi pour les enseignants. Alors quels sont selon vous les premiers signaux faibles qui montrent que les choses évoluent quand même dans le bon sens, ou du moins qu'une révolution va peut-être un jour prendre place au sein de notre système éducatif ? Moi, j'en vois plusieurs, mais ils sont vraiment très faibles. Je pense qu'on a eu un vrai changement dans la parentalité. Et que ça, c'est un signal, à mon avis, positif depuis 20 ans, la parentalité positive. Le fait que les parents se soucient des émotions de leurs enfants. Le fait que, voilà, ils sont sur des approches qui ne soient pas punitives, que leur principal souci, c'est vraiment le bonheur de leur enfant, l'épanouissement. Et ça infuse quand même dans la société. Et ça conduit les parents à chercher d'autres écoles, une suite. Ensuite, le deuxième signal faible pour moi, il y a un développement des pédagogies alternatives. Il est très léger, il est arrêté. Je trouve, j'ai vu ce développement depuis 20 ans. Je vois un frein depuis 2 ans, vraiment, avec tout ce qui se passe de par le monde. Mais voilà, la France est un pays très en retard par rapport à ça, aussi par rapport à d'autres pays. Et on a vu des écoles alternatives se créer, on a vu aussi des pédagogies différentes se développer dans l'enseignement public, même si c'est très faible, ça n'existait pas avant. J'ai l'impression qu'il y a aussi les réseaux sociaux. Alors c'est vraiment quitte ou double, mais les enseignants se forment énormément sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il y a des notions qui sont maintenant complètement acquises, même chez des profs qui ne sont pas du tout dans les pédagogies alternatives. Par exemple, moi, vraiment 80% des enseignants que je rencontre font de la méditation avec leurs enfants, avec les enfants, les élèves, ont des casques anti-bruit. C'est complètement épars, c'est pas du tout organisé, mais disons la société, les évolutions de la société pénètrent là où elles peuvent.
Et après, moi, j'ai une autre joie personnelle, c'est quand j'ai mis beaucoup de temps à lancer ce projet, l'école change demain, pour plein de raisons, et notamment parce que je voulais que ce soit... je voulais pas prendre la place d'un enseignant et parler à la place d'eux. Mais quand je m'y suis mise, j'ai reçu des dizaines de messages et de gens qui me disent mais nous on a envie d'aider, on y croit, les profs me disent mais c'est super, vas-y continue, on a envie de travailler ensemble, dis-nous ce qu'on peut faire. Et je vois que les personnes qui ont une vraie volonté de se mettre au service de ce projet, qui est vraiment pas du tout le mien, mais qui avait l'idée qu'on va y arriver, quoi, on va pas le prendre par l'éducation nationale parce que c'est trop dur et que le mammouth est trop enraciné, mais qu'en le prenant par l'extérieur, par le politique, par les citoyens, c'est possible de bouger. Et je sens qu'il y a vraiment un espoir que j'entends tous les jours, ça me fait très chaud au cœur. Moi, je parlerai, même si les signaux sont encore beaucoup trop faibles, mais ils existent. J'ai enseigné pendant 16 ans sur le terrain et j'ai quand même vu une petite amélioration, mais voilà, je mesure mes propos parce que c'est clairement encore insuffisant, mais c'est sur la prise en compte de chaque élève dans une démarche d'inclusion. C'est vrai que quand j'ai commencé le métier, honnêtement, j'ai dû passer à côté de beaucoup de spécificités. J'avais tellement à gérer, à prendre en main ma classe, gérer mes contenus disciplinaires, que prendre en compte les spécificités de chaque élève, c'était très compliqué, jusqu'à ce que je prenne en considération qu'effectivement chaque élève avait des besoins spécifiques. Et alors là, les abysses sous moi de me dire comment je vais faire pour répondre aux besoins de chacun, c'était très angoissant. Là encore, beaucoup de solitude. Et puis, une expérimentation, le terrain, essayer pour finalement découvrir des choses qui fonctionnent. Et je pense que j'ai quand même... le terrain m'a beaucoup appris. Et au-delà de ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a des éléments qui s'améliorent, qui tendent à s'améliorer, même si le chemin est encore tellement long. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, ça va un peu mieux que quand j'ai commencé le métier quand même. Et toi, Juliette, qui connais bien maintenant le monde du numérique appliqué au milieu scolaire, quelle place tu imagines pour le numérique à l'école, dans cette nouvelle école idéale ? Je l'imagine comme un assistant, comme un compagnon, comme évidemment non pas la seule et unique réponse, mais l'une des voies possibles justement pour accompagner des temps particuliers, des besoins particuliers. Quand j'étais enseignante et que je lançais un travail de production d'écrit, je m'asseyais à côté de chaque élève pour analyser donc son brouillon, qu'il me parle un peu de ses idées, pour essayer de le relancer, etc. Ça me prenait 1 heure et si j'avais le temps de faire le tour de toute la classe, j'étais très heureuse. Le numérique, ça va permettre aux enseignants d'accompagner de façon simultanée beaucoup d'élèves. Donc je ne dis pas que ça remplace l'enseignant, au non et surtout pas, mais ça apporte des leviers supplémentaires, des béquilles, et chaque enfant n'est pas stigmatisé. Il a un espace de travail qui lui permette de trouver son chemin pour développer ses compétences. Et c'est aussi la volonté chez Plume, c'est de développer vraiment une interface sur laquelle chaque enfant va aller chercher ce dont il a besoin pour être en situation de réussite, sur des situations de classe où clairement l'enseignant n'a pas le don d'ubiquité et ne peut pas analyser simultanément 30 productions d'écrit et faire des retours personnalisés. Ça, c'est pas possible. En revanche, l'intelligence artificielle le permet, et donc c'est là où je vois moi un intérêt patent dans le numérique, tout en sachant que ça ne remplace pas évidemment l'écriture manuscrite qui est ô combien nécessaire, et que encore une fois notre position est bien claire, et justement il faut avoir beaucoup de nuances et beaucoup de modestie aussi quand on aborde cette question fragile du numérique à l'heure actuelle. Et justement, l'intelligence artificielle, vous qui êtes au contact direct d'enseignants, d'élèves, comment est-ce que vous voyez cette arrivée de l'intelligence artificielle au sein de l'école ? Moi, je trouve que c'est très juste ce que tu dis, Juliette, c'est-à-dire qu'il faut que la pédagogie, c'est le questionnement, il faut que le numérique reste un outil, et un outil qu'on questionne, et c'est pas la solution. Ensuite, on est assez en retard et on sait pas faire, quoi.
on sait pas faire, on se laisse complètement dépasser. Et on est face à une énorme confusion qui est qu'on est face à des enfants qui sont grosso modo tout le temps sur des écrans. La semaine dernière, j'étais dans une école maternelle où les enseignantes me disaient que les enfants sont tellement sur des écrans qu'ils n'ont plus les gestes, la pince, quoi, les gestes manuels basiques, qui fait qu'ils sont plus autonomes pour aller aux toilettes. La motricité fine. Donc c'est quand même, c'est dramatique et il y a un vrai sujet de société sur l'accès aux écrans des jeunes. Et en même temps, on ne peut pas se permettre de louper le coche de l'IA et du numérique. Accompagner la parentalité sur cette question, ça me semble assez crucial, effectivement. Et bien faire de la prévention. L'enseignante de mes enfants m'a donné, c'est aussi de la communication et des règles simples, pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux avant 6 ans, c'est des garde-fous, je pense qu'il faut aussi diffuser. Et notre monde change tellement, il est traversé par tellement de crises que parfois on peut se demander si au fond l'école peut tout et doit tout faire vis-à-vis de la formation des élèves. Vous, quel est votre avis à ce sujet? Comment est-ce qu'on arrive à délimiter les contours du projet qu'est l'école pour les enfants? Alors moi, ça va peut-être à contrario de ce qu'on pourrait imaginer intuitivement, mais mes 16 ans d'enseignement m'ont appris à vraiment déstresser, dépassionner la chose et à dire à mes élèves, t'inquiète pas, l'école n'est pas la seule voie. Et tu vas y faire des choses, c'est un passage, tu vas y apprendre des choses, tu vas côtoyer des gens, tu vas faire, tu vas apprendre des choses, tu vas grandir, tu vas mûrir, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est pas la fin. L'école, c'est un super endroit parce qu'il y a plein de personnes au même moment. Et donc, on peut faire plein de choses. En revanche, je pense qu'il faut bien arriver à séparer ce qui est de l'ordre du rôle de l'enseignant et des autres professionnels qui travaillent à l'école. Par exemple, sur l'engagement citoyen, on voudrait favoriser l'engagement citoyen à l'école. Bien sûr qu'on peut travailler avec les enseignants sur des programmes pour favoriser l'engagement citoyen, etc. Mais il y a tellement d'autres choses à faire. On peut travailler avec la cantine pour que les enfants décident des menus avec des maraîchers, des nutritionnistes. On peut travailler sur le périscolaire en lien avec plutôt la mairie, les collectivités locales. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas confondre l'enseignant et l'établissement scolaire. Et je crois qu'il y a des institutions à mettre en place dans les écoles, des conseils d'école, des espaces de discussion entre les différentes parties prenantes qui changeraient déjà beaucoup de choses à notre réalité. Je vous propose, avant de terminer, que vous nous partagiez toutes vos actualités, si vous en avez, parce que vous êtes toutes très investies pour l'éducation. Donc on peut commencer par toi, Juliette. Eh bien, volontiers. L'actualité chez Plume, c'est un concours d'écriture que l'on porte. Donc, c'est sa 3e édition cette année. Ça s'appelle Les Petits Molières. Et l'idée, c'était d'ouvrir un concours pour permettre à chaque enfant de faire entendre sa voix. Donc, un concours d'écriture engagée, au cours duquel les enfants vont prendre la plume pour dénoncer une injustice, pour défendre une cause qui leur tient à cœur. Cette année, on a choisi d'adopter la thématique qui était l'une des thématiques du sommet de la francophonie et qu'on a eu la chance d'accueillir en France cette année, qui est refaire le monde. Et donc à cette occasion, on propose des sujets et parmi eux, l'un des 4 sujets qu'on propose, c'est rêver l'école. Donc ça fait écho totalement à ce que tu disais tout à l'heure, Emma. Et donc je pense qu'il y a de belles synergies, effectivement. Et de se dire, et je trouve ça très chouette, cette idée de, non pas forcément d'organiser quelque chose d'adulte, un conseil d'élèves où on leur demanderait des mesures, etc., mais plutôt de partir de leur narration, de leur portrait, de leur dialogue, de leur imagination pour imaginer des propositions concrètes. C'est vraiment une idée qui me séduit pleinement. Trop bien, merci. Et ben, du coup, nous, on organise ça dans des établissements. Donc, si vous êtes enseignante et enseignant, on peut organiser un événement et une étape du Tour de France dans votre classe. Et sinon, on a un événement public qui a lieu à Paris le 4 décembre sur justement l'engagement à l'école, en lien avec l'association Futur Engagé. Et Marie-Laure, je te vois prendre des notes. Est-ce que tu as une actualité particulière à partager ?
Non, mais je vais proposer à mes élèves de participer au concours et je suis intéressée pour une étape du Tour de France à l'autre collège. La boucle est bouclée. Toute dernière question, si vous aviez la possibilité de changer une chose dans notre école, qu'est-ce que ce serait ? Oula, alors ça dépend si on rêve ou si on rêve pas. Si on est un peu sérieux, je pense qu'il faut favoriser les innovations dans le système scolaire parce que ça plante des graines, ça permet aux enseignants de venir les voir et c'est ça qui va faire évoluer le système peu à peu. Après, si on veut vraiment rêver, moi j'ai envie de parler un peu comme... Il y a un youtubeur qui disait qu'il faut faire juste le matin, l'école, et l'après-midi autre chose. Moi je pense qu'on devrait faire 1h30 maximum d'école. C'est ce qu'on fait à l'autre collège et ça marche. J'ai 1h30 soit de maths, soit de français chaque jour. Et le reste du temps, il ferait toutes les autres choses passionnantes qu'on peut faire sans écran. Mais à part ça... il pourrait créer des films, faire des pièces de théâtre, aller visiter des expositions, rencontrer des gens, monter des projets, faire des pratiques artistiques, monter des spectacles de danse. Enfin, les écoles seraient des lieux ouverts. Françoise Dolto, elle proposait déjà dans les années 60, elle avait écrit un livre, elle disait il faut les ouvrir 24 heures sur 24, avec les enfants pourraient venir dormir, c'est leur lieu. Voilà, c'est pour rêver. Emma, tu veux... Moi, je veux bien aller dans l'école de Marie-Laure. Et en attendant, pour moi, ce qu'il faut changer vraiment, c'est la façon dont on prend les décisions sur l'école. Et en particulier, cet espace énorme entre celles et ceux qui vivent l'école et ceux qui prennent les décisions sur l'école. Redonner la voix aux enfants. Partir aussi de leurs souhaits, leurs volontés, leurs désirs, leurs craintes, leurs peurs. Je pense que c'est important de les écouter. Et je pense qu'on ne les écoute pas suffisamment. Et on va terminer là-dessus. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.